BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Oui, parce qu'on vous aide aussi à investir dans le monde de la pierre, investir dans l'immobilier. Alors c'est vrai que souvent on vous propose des idées, des astuces pour investir en France, mais aujourd'hui on vous emmène à l'étranger. On vous emmène même en Amérique. Le marché immobilier aux États-Unis a quelques atouts. On en parle avec Victor Pagès, qui est à la tête de Altitude Realty. Bonjour Victor. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur BFM Business. On en parlait à l'instant, l'Europe voit sa croissance, sa dynamique accélérée. Et vous nous dites, oui, mais c'est aux États-Unis qu'il est intéressant aujourd'hui d'investir. Pourquoi ? Oui, il y a encore beaucoup d'arguments en faveur de l'investissement immobilier aux États-Unis. L'économie en est un, puisqu'on est dans un pays qui est plutôt en bonne santé quand même. On a 4,7% de chômage, on a une croissance du PIB qui est de l'ordre de 2%. Donc la crise, elle est vraiment derrière nous aux États-Unis. Deuxième argument, c'est le marché en lui-même. On a effectivement connu une crise conséquente il y a quelques années, mais là encore, le marché a rebondi. Pour autant, quand on regarde les chiffres, la moyenne des prix est encore décotée de l'ordre de 10% à l'échelle nationale. Donc c'est un vrai argument. Puis troisième argument, c'est tout simplement de diversifier son patrimoine pour nous, Français ou Européens, aller chercher de la devise en dollars US et qui est plutôt intéressant en ce moment. Vous l'avez dit à l'instant, pour 1 euro, vous avez $1,12 aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Voilà, ça fait quelques bonnes raisons d'y investir. Donc cet effet devise. Également le potentiel de hausse des prix, vous nous disiez en moyenne aux États-Unis 10% de hausse de prix peut-être encore à venir, vous allez nous dire où, et puis aussi l'intérêt économique puisque la croissance américaine est forte. Ceci dit, il y a des interrogations là-dessus, le pic de croissance est peut-être derrière, et puis il y a aussi un risque politique, on en parlait beaucoup en Europe, il semble désormais être aux États-Unis ce risque politique avec Donald Trump, une possible éventuelle destitution, ça peut poser problème, en tout cas ça fait couler pousser beaucoup les investisseurs à s'interroger. Oui, ça fait couler beaucoup d'encre ici comme là-bas, on le sait tous. Il faut quand même distinguer la partie politique de la partie microéconomique quand on parle d'immobilier. Bien sûr, l'aspect politique, l'aspect économique compte, mais enfin, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la ville dans laquelle vous investissez, le quartier, la rue, la qualité de votre bien. Je crois qu'il y a évidemment beaucoup d'incertitudes sur la mise en place du programme économique et fiscal de Donald Trump. S'il le met en place, je pense que ça ne peut qu'être positif pour l'immobilier, notamment si on voit une baisse du taux d'impôt sur les sociétés, du taux d'IR également. Donc je crois qu'il faut effectivement être prudent, mais sur l'immobilier, restons sur la microéconomie beaucoup en tout cas. Alors pour ceux qui seraient convaincus, qui seraient tentés, où est-ce que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui dans l'immobilier américain ? Où se trouve le plus fort potentiel de hausse des prix pour les prochaines années ? Je citerai peut-être 3 États qui, à mon sens, font vraiment ressortent en tout cas de ce pays. La Floride, on connaît beaucoup la Floride pour le tourisme, mais c'est un État qui se développe énormément d'un point de vue économique. En 2016, c'est l'État qui a connu le plus grand nombre de créations de start-up. Donc on voit vraiment une diversification économique en Floride. Je citerai également le Texas et la Géorgie pour des critères qui sont là plus démographiques, économiques bien évidemment, mais démographiques. En Géorgie, notamment dans l'agglomération d'Atlanta, on attend une augmentation de la population d'ici 2030 de 46%. Donc évidemment, il va falloir loger tous ces gens. Le Texas, c'est la même chose, sur des grandes agglomérations comme Houston, comme Dallas, 6 et 7 millions d'habitants. On attend une hausse de l'immobilier de l'ordre de 30% d'ici à 2020 environ. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, l'État a vu sa population augmenter de 430 000 personnes à peu près. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi il y a autant d'attractivité démographique ou de regain démographique dans ces États, Géorgie, et Texas ? Alors c'est vrai que Géorgie, c'est pas l'État le plus connu aux États-Unis. Néanmoins, en Géorgie, on a un coût de la vie qui est de l'ordre de 10% inférieur à la moyenne nationale. Donc ça attire énormément de personnes qui viennent soit de la côte ouest, soit de la côte est. Au Texas, on a évidemment un dynamisme économique qui est très élevé, indépendamment du prix du pétrole finalement. On a un État qui s'est énormément diversifié par rapport à son industrie pétrochimique d'origine. On voit énormément de services à la personne, services financiers, de centres de recherche, etc. Donc ça justifie tout cet attrait économique et immobilier.
D'accord. Est-ce qu'il y a de grands projets aux États-Unis d'infrastructures? À Paris, il y en a un, en France, et on peut dire cocorico, puisque c'est l'un des principaux chantiers mondiaux des prochaines années. C'est le Grand Paris, ce grand métro, là, 200 km autour de Paris, qui va faire émerger de nouveaux quartiers et donc aussi de nouvelles opportunités pour investir dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a des choses équivalentes aux États-Unis en vue? Alors, équivalentes, les dimensions sont pas forcément les mêmes entre les États-Unis et la France, mais je citerai quelques projets qui pour moi sont aussi ambitieux. Des projets de trains, ces fameux Hyperloop qu'on va voir certainement émerger en Californie, en Floride. Il y a un projet de train entre Miami et Orlando. On est suffisamment certain que cet Hyperloop, ce train qui roulerait à 1000 km/h quand même, à la vitesse d'un avion, on en est suffisamment sûr pour l'intégrer dans les enjeux susceptibles de justifier un investissement immobilier. Alors même si on n'a pas de train qui circule à 1000 km/h entre Miami et Orlando, il y a un vrai projet qui est lancé, qui va se concrétiser. Alors certainement ça prendra du temps, tout comme le Grand Paris, mais on a ce type de projet. À Miami, on a un autre projet qui est la construction, c'est un projet gagné par Bouygues d'ailleurs, plusieurs centaines de millions de dollars pour un tunnel entre Miami Beach et puis le centre de Miami. Au Texas, quand vous circulez en voiture au Texas, vous voyez énormément de projets d'infrastructures, alors peut-être moins ambitieux, mais élargissement d'autoroutes, agrandissement d'aéroports, c'est flagrant sincèrement quand on est sur place. Donc je crois que les Américains n'ont pas attendu le programme de Donald Trump pour lancer des projets d'infrastructure. Parce qu'en plus ensuite il y a le programme de Donald Trump, s'il arrive à le mettre en œuvre, c'est énorme aussi, 1000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures qui s'ajouteraient à tout ce qu'on observe déjà là-bas aux États-Unis. Absolument. Donc vous disiez potentiel de hausse le plus intéressant pour le Texas, la Géorgie, la Floride, puisqu'elle est également très dynamique. En revanche, la côte Est, un peu traditionnelle, entre Washington, New York, le Nord, ou encore Chicago, là c'est beaucoup trop cher. Pour l'immobilier, ça sera très cher. Après, ce sont des zones qui sont extrêmement dynamiques. On trouve aujourd'hui tout type d'immobilier intéressant dans beaucoup d'agglomérations. Celles que j'ai citées, les États que j'ai cités sortent un petit peu du lot, mais évidemment, Chicago est une ville extrêmement dynamique. New York, les prix aujourd'hui sont très élevés. Mais ils continuent de grimper les prix à New York? Oui. C'est pour moi en tout cas une surprise année après année. On est de l'ordre de 15 à 17 000 euros du mètre carré à New York. Deux fois plus qu'à Paris. 2 fois plus qu'à Paris. Un truc de fou. Et la côte ouest? Côte ouest, Los Angeles, très dynamique aussi, de nombreux projets. Des villes, San Diego par exemple, une ville un peu moins connue, mais avec un climat et une qualité de vie très agréable, un coût de la vie moindre qu'à Los Angeles, donc il y a beaucoup de choses qui se passent au sud de la Californie. San Francisco un peu plus au nord, c'est toujours la Silicon Valley, ça c'est certain, des prix de l'immobilier qui dans certains quartiers dépassent ceux de New York. Peu de gens l'imaginent, mais avec les Google, Facebook, etc., les loyers et puis les prix d'acquisition sont très élevés. Voilà, les États-Unis qui bougent et de nouvelles opportunités aussi qui apparaissent et qui se renforcent dans l'immobilier. Pour ceux qui seraient convaincus, c'est pas forcément évident d'obtenir un financement bancaire pour investir à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Espagne ou au Portugal. Les banques souvent rechignent à prêter pour un investissement, un projet à l'étranger. Les banques françaises, effectivement, sont un petit peu plus difficiles à convaincre dès lors qu'on sort de nos frontières. Il faut très souvent soit apporter des garanties françaises, votre résidence principale, votre résidence secondaire, soit essayer d'aller trouver des financements un petit peu alternatifs, entre guillemets, des avances sur contrat d'assurance vie, pour certains des prêts personnels pour aller compléter un budget, ou en tout cas des liquidités disponibles. Donc il y a des options. Mais effectivement, c'est un des sujets. Victor Pagès, à la tête de Altitude Realty, spécialiste de ce marché américain et également du marché canadien que vous développez et qui se développe de plus en plus. Vous reviendrez nous en parler, ce sera avec grand plaisir. Merci d'être venu nous voir sur BFM Business.